petit à petit. Je vais juste m'assurer que tout fonctionne correctement en regardant sur l'accueil du site. Voilà, ça a l'air d'être bon. Parfait. C'est parfait. Donc tout va bien. C'est un petit peu flou, mais voilà. Allez, l'enregistrement est lancé, donc on est bon. Et vous commencez à arriver, donc tout va bien. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Dans le demande à Cédric d'hier, à la minute 7 minutes 52, j'explique exactement comment poser vos questions. Donc si vous souhaitez savoir comment faire, vous pouvez vous rendre sur le site formation informatique avec cédric.fr. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer. Voilà, vous vous rendez sur le site formation informatique avec cédric.fr. Une fois que vous êtes connecté, vous avez la possibilité de vous inscrire en tant que membre, c'est gratuit ici, et après vous aurez accès donc à votre espace membre qui vous permettra d'accéder aux rediffusions des demandes à Cédric. Donc vous vous rendez dans l'accueil en haut, vous choisissez demande à Cédric quotidien et à cet endroit vous verrez les demandes à Cédric. C'est dans le demande à Cédric numéro 4, vous cliquez sur j'accède à ma formation. Une fois que vous avez cliqué ici, vous allez avoir le demande à Cédric qui sera disponible. Vous cliquez sur play, je vais mettre une pause. Une fois que vous êtes là, vous vous rendez à la minute 7 minutes 52 et je vous explique comment poser vos questions. Voilà, il vous suffit simplement de cliquer ici, d'appuyer sur play et vous verrez comment faire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite... j'ai oublié de couper mon Skype que je vais faire tout de suite. Voilà, c'est parfait. On est presque bon. Allez. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus. Bonjour aux personnes qui arrivent. Alors, bonjour Cédric, la vidéo et le son sont bons. Bonjour Didi, merci d'être avec nous et merci pour la confirmation du son et de la vidéo, c'est parfait. Sacha, pareil. Vidéo et son OK. Bonjour Cédric, bonjour Laurent. Bonjour Louis-Paul, merci d'être avec nous. Vidéo et son OK, formidable. Tout est OK. Je n'attends plus que vos questions alors. Bonjour Sébastien. Bonjour Raski. Alors aujourd'hui nous sommes un petit peu moins qu'hier. Hier nous étions 30 à la même heure. Aujourd'hui nous sommes 16. C'est l'effet du pont je suppose. Durand et Dupont. Donc voilà. Bonjour Morissette, bonjour Daniel. Content que tout aille bien. On va pouvoir démarrer. Bonjour Cédric, vous allez bien? Il fait beau, plus de vent. J'ai imprimé un document et il m'a sorti une partie avec des signes de ponctuation. Voilà ce que j'ai eu. D'accord Morissette. Alors vous avez imprimé un document. Alors, je vais en profiter avec la question de Morissette puisque ça concerne tout le monde. Merci de me donner le maximum de détails. Pourquoi ? Qu'est-ce que je suis censé savoir ? Qu'est-ce que vous avez fait avec ce document, Morissette ? Est-ce que c'est un document que vous avez créé sur Word, que vous avez imprimé sur votre imprimante ? Est-ce que c'est un document que vous avez imprimé à partir d'Internet ? Voilà, est-ce que vous pouvez me donner le maximum de précision, ce que vous avez fait, quelles ont été les manipulations, ce que vous souhaitiez imprimer et comment ça s'est passé. Voilà Morissette, merci de me donner plus de précision si vous voulez que je puisse vous donner une réponse qui ressemble, qui soit la plus adaptée à votre question. Merci Morissette. Alors, Kérence, Michael... Bonjour Mickaël. Alors bonjour Cédric, j'ai fait une commande de tablette Logicom L1 sur Cdiscount, je branche mon chargeur, je le laisse toute la journée, je reviens le soir et je vois que ma tablette est à 5%. Est-ce normal ? Alors déjà, je ne suis pas du tout un spécialiste des tablettes et des téléphones, Mickaël. Maintenant, je pense que si vous avez laissé votre tablette chargée toute la journée et qu'elle est à 5% le soir, vous avez soit un problème avec votre tablette, soit un problème avec votre chargeur, soit un problème avec votre électricité. Je pense que l'électricité n'est pas vraiment le problème. Reste donc la tablette et le chargeur. Puisque vous venez de la commander sur Cdiscount,
Le mieux étant de les contacter pour leur dire ce qui vous arrive et que soit ils vous demanderont de renvoyer la tablette pour tout simplement vous la changer, ou alors en fonction d'eux de changer le chargeur. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que là, ce n'est absolument pas normal. Vous pouvez éventuellement essayer de brancher sur une autre prise, mais bon, j'y crois peu. Ça m'étonnerait que ça vienne soit de votre multiprise, soit de je ne sais quoi, mais vous avez peut-être déjà essayé cette solution. Quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir, je pense, avec le modèle de votre tablette. Et il vaudra mieux vous rapprocher de ces discounts qui... Il vaudra mieux vous rapprocher de ces discounts qui vous a vendu la tablette. Voilà, Michael. Alors, ASCII. Suite à mon problème d'écran qui se fige, j'ai ma mémoire qui tourne entre 75 et 95% dans le gestionnaire de tâches. D'accord. Pour reprendre le problème de Rasky d'hier, il a son écran et sa souris qui se figent pendant une dizaine de secondes, et c'est suite à une mise à jour depuis Windows 8 vers Windows 10. D'accord. Est-ce que, donc ça c'est le gestionnaire avec la mémoire, est-ce que vous avez testé votre disque dur Rasky comme je vous l'avais indiqué? Parce que ça peut être intéressant de le tester quoi qu'il arrive. Donc avec le logiciel WinDLG dont je vous avais parlé hier. Est-ce que vous avez eu le temps de faire ça? Parce que là, le fait que votre mémoire soit pleine, quel est le processus qui la remplit? Comme je vous montrais hier, donc là je vais vous remontrer aujourd'hui ce que j'avais conseillé à Rasky, c'est de faire un clic droit sur la barre des tâches, en dehors de toute icône, et de choisir gestionnaire des tâches. Et à cet endroit-là, vous avez un certain nombre de choses, notamment le processeur et la mémoire qui est occupée. Ici aussi dans les performances, donc ce que nous disait Rasky, c'est qu'il a entre 75 et 99% de sa mémoire qui est utilisée. La question c'est, est-ce qu'en temps normal vous n'avez pas ce nombre de mémoire qui est utilisé? Et lorsque vous cliquez sur processus et que vous cliquez sur mémoire, quel est le processus qui prend de la mémoire au moment où vous avez ces ralentissements? Là, on s'aperçoit que moi, ici, celui qui prend le plus de mémoire actuellement, c'est Camtasia Recorder. C'est donc le logiciel que j'utilise pour enregistrer en arrière-plan ce que je fais maintenant. Voilà, donc vous pouvez essayer ça parce que ça, c'est bien pour voir les organes qui sont occupés pour le moment. Vous voyez, on s'aperçoit que ma connexion Internet est assez sollicitée. Et vous pouvez également voir dans les processus, en cliquant sur ce que vous souhaitez, mémoire, processeur. Si je clique, vous voyez, sur processeur, on voit que ce qui prend le plus de mon processeur, c'est aujourd'hui Camtasia Recorder qui est en train d'enregistrer le processus. Et si je clique sur mémoire, je vois ce qui est pris sur la mémoire. Et sur le disque, pareil. Voilà. Donc vous pouvez cliquer ici en haut et voir ce qui occupe le plus de mémoire. Donc ça vous permettra soit de voir le processus qui prend le plus de mémoire sur votre ordinateur et qui peut éventuellement générer ces ralentissements, et sinon comme je vous le disais, testez votre disque dur parce qu'on ne sait jamais, ça peut aussi venir de ça. Et éventuellement vous pourrez tester votre mémoire avec un logiciel qui s'appelle Memtest. Je vais repartager l'écran. Je ne sais pas comment on le récupère, je sais que moi il était sur Memtest. Voilà, donc vous êtes sur le site officiel de Memtest si vous tapez memtest86.com. Et à partir de là, ça me paraît bizarre parce que ça ne ressemble pas à ça, moi, ce que j'utilise. Parce que c'est une version DOS habituellement. Donc si je le télécharge, on va voir à quoi ça ressemble. Bon, faites déjà ces tests-là et on verra éventuellement s'il y a besoin de télécharger ce logiciel Memtest pour que vous testiez votre mémoire. Mais déjà, essayez les premières pistes que je viens de vous donner pour savoir quel est le processus qui prend cette mémoire pendant ce temps déterminé, et également de tester votre disque dur avec le logiciel WinDLG. Voilà Rasky. Michael, merci pour votre réponse. Merci Michael. Donc essayez ça, de vous rapprocher vers ces discounts parce que c'est pas normal que votre tablette soit à 5% le soir après une journée de chargement évidemment. Laurent,
je cherche un bon logiciel de gravure, lequel me conseillez-vous? Alors, moi j'utilise CD Burner XP, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger directement, soit à partir de Ninit, soit le récupérer sur le site de CD Burner XP, CD Burner XP. Et à partir de là, eh bien, pardon, vous arriverez sur le site cdburnerxp.se, vous cliquez ici. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Non, toujours pas. Je crois qu'il va falloir que je... Voilà, donc je répète, vous allez sur Google, vous tapez CD Burner XP tout attaché, vous appuyez sur la touche entrée. Le premier lien qui est ici, cdburnerxp.se, vous emmènera sur ce site. Et là, vous cliquez sur télécharger CD Burner XP. Je ne sais pas si je l'ai installé sur mon ordinateur. On va regarder. CD. Ça fait longtemps que... Ah bah si, je l'ai installé. Voilà, très bien. Donc, une fois que le téléchargement est terminé, je vais l'installer. Bien, comme ça, je vais l'installer. J'aurai certainement la dernière version. Et comme ça, on verra s'il n'y a pas de soucis, eh bien, lors de l'installation, s'il n'y a pas de logiciel malveillant, ça servira à tout le monde. Voilà, donc je clique 2 fois dessus pour lancer le processus d'installation. Je vais fermer la fenêtre ici. Là, la première fenêtre, vous cliquez sur suivant. Là, a priori, pas de souci. On est bien sur l'installation de CD Burner XP. Donc, vous cochez la case « Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence ». Vous cliquez sur « Suivant ». Ensuite, ici, le répertoire d'installation, vous cliquez sur « Suivant ». Là, ce sont les langues. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout installer. Moi, je décoche l'intégralité des langues et je recoche juste le français. Voilà. Ensuite, je regarde s'il n'y a pas d'autre chose à installer. Non, tout va bien. Je clique sur suivant. Ensuite, ici, créer un icône sur le bureau. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez avoir un icône sur le bureau. Moi, je n'y tiens pas particulièrement, donc je décoche. Créer une icône dans la barre de lancement rapide. La barre de lancement rapide, c'est ici. Donc si vous voulez un icône dans la barre de lancement rapide, vous cochez. Je n'y tiens pas non plus. Ajouter au menu envoyer vers, c'est-à-dire lorsque vous faites un clic droit, vous avez envoyer vers, surtout quand vous avez un document. Ici, voilà, clic droit, envoyer vers. Il peut vous rajouter ici eh bien, un raccourci vers CD Burner XP. Si par exemple vous voulez graver un certain nombre de photos, vous pouvez les sélectionner toutes, faire un clic droit, choisir envoyer vers CD Burner XP. Et il va les envoyer directement dans le logiciel. C'est ce que veut dire cette case si vous la cochez. Moi, je ne m'en sers pas parce que je le glisse mes photos directement. Et ensuite, associer les tâches de compilation DXP, XP et associer les fichiers ISO. Vous pouvez éventuellement cocher cette case si vous souhaitez que vos fichiers ISO soient gravés avec CD Burner XP. Je vais laisser par défaut et je ne vais pas créer d'icône sur le bureau. Je clique ensuite sur suivant. Alors attention, voilà. Donc attention, lorsque vous allez faire cette installation, il va vous essayer de vous installer installeur AVG Zen avec performance. Donc là, surtout, vous cliquez sur « Je n'accepte pas ». Et ensuite, alors attendez, moi je vais cliquer sur annuler, vous ne cliquez pas sur annuler. Ah non, voilà. Non. Donc en fait, il faut que vous cliquiez ici sur je n'accepte pas et que vous cliquiez sur installer. Voilà. Et là, l'installation de CD Burner XP se lance. Vous pouvez choisir de l'exécuter à la fin, je ne vais pas le faire. Néanmoins, je vais quand même l'exécuter pour vérifier que tout s'est bien passé. Et voilà, l'installation c'est terminé. Donc la seule chose à laquelle vous avez à faire attention, c'est quand il veut vous installer le logiciel supplémentaire. Et ensuite, si je clique sur le menu démarrer et que je choisis CD Burner XP, voilà, vous cliquez ici, ça va lancer le logiciel qui est là. Et ensuite, vous aurez la possibilité de choisir ce que vous souhaitez graver. Graver un disque de données, graver un DVD vidéo, graver un CD audio, etc., etc. Et en fonction de ce que vous choisissez, une fois que vous avez choisi, vous cliquez sur OK. Et là, l'interface du logiciel va se lancer. Elle est ici. Il vous suffira donc ensuite de choisir les éléments que vous souhaitez graver en les glissant directement ici. Et après, de cliquer sur graver. Je ne sais plus à quel endroit. Graver la compilation existante ici. Voilà, en cliquant sur ce symbole. Mais dans les vidéos gratuites, il me semble que je montre comment graver un CD avec CD Burner XP. Donc vous pouvez vous rendre sur l'accueil du site formation informatique avec cédric.fr. Ensuite, une fois que vous êtes sur l'accueil, vous vous inscrivez si ce n'est pas encore fait. Ici, dans le formulaire qui se trouve ici, dans le bandeau bleu,
Vous saisissez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je m'inscris, vous arriverez sur votre espace membre. Dans votre espace membre, vous aurez accès à toutes les vidéos gratuites qui sont ici. Et là, je parle, je ne sais plus dans quelle vidéo c'est, je pense que j'ai une vidéo pour vous apprendre à graver avec CD Burner XP. Je vais regarder. Apparemment pas, CD. Bon, je ne sais plus quelle est la vidéo en question. Mais il faudra la trouver. Comment graver un CD ou un DVD? Eh bien, ça doit être ici, la vidéo numéro 8. Voilà, avec le logiciel CD Burner XP. Voilà, vous aurez une explication un petit peu plus poussée de ce que je viens de vous donner. Voilà Laurent. CD Burner XP, c'est pas parce qu'il s'appelle CD Burner XP qu'il est pour XP. Vous avez vu, je viens de l'installer sur Windows 10 et tout s'est bien passé. Alors, Alex, bonjour Alex. Peut-il... Alors, il y a des petits points, j'espère que c'est la suite d'une question. Je vais regarder si c'est le cas. Ah oui, en effet, c'est le cas. Alors, bonjour Cédric. Alors, je vais... Et la suite... Alors... Bonjour Cédric, est-il utile d'avoir un anti-malware comme Malwaresbyte en complément d'une suite complète de sécurité? J'insiste sur le fait que cette suite de sécurité est complète. Dans mon cas, Bitdefender Total Security 2016, Windows 10 64 bits. D'accord. Merci Alex pour toutes ces précisions. Alors, si vous avez... Alors, il faut voir ce que fait Bitdefender Total Security et ce qui fait un anti-malware. Donc, Malwaresbyte, c'est un très bon anti-malware gratuit, donc que vous pouvez utiliser si vous avez des logiciels malveillants. À la différence d'un antivirus, il n'est pas en résident, c'est-à-dire qu'un antivirus est résident. Dès que vous allez faire quelque chose, l'antivirus analyse ce que vous êtes en train de faire. Avec la version gratuite de Malwaresbyte, il est en version, vous l'utilisez à votre convenance. Si vous avez l'impression d'avoir été infecté par des logiciels malveillants, eh bien vous pouvez utiliser Malwaresbyte de façon ponctuelle. Vous lancez le logiciel, vous lancez une analyse. S'il trouve des logiciels malveillants, il vous propose de les supprimer. Vous cliquez sur supprimer et ça supprime normalement les logiciels malveillants. Maintenant, en fonction de ce que vous avez, donc votre antivirus Bitdefender Total Security, je ne sais pas si il fait l'anti-malware, mais avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que vous ayez Malwaresbyte d'installer, si vous avez la version gratuite, il n'est donc pas en version résidente, donc il ne créera pas de perturbations avec votre antivirus. Il pourra éventuellement créer des perturbations lorsque vous le lancerez pour faire une autre analyse, mais ça, je ne pense pas que ce soit le cas. Et puis, c'est vraiment très ponctuel. C'est le temps de l'analyse de Malwaresbyte. Donc, vous pouvez avoir les deux ensemble tant que Malwaresbyte n'est pas lancé en résidence si vous avez la version gratuite, je le répète. Voilà. Et de temps en temps, vous pouvez faire une analyse si vous avez un doute. Mais en théorie, si vous avez un bon antivirus, vous êtes protégé des virus. Et quant aux logiciels malveillants, il faut faire très attention. Comme je viens de vous le montrer juste précédemment avec CD Burner XP, si j'avais pas cliqué sur « Je n'accepte pas », il aurait certainement installé un logiciel que je ne souhaitais pas installer. Et c'est par cet intermédiaire que les logiciels malveillants s'installent sur votre ordinateur. Ce n'est pas forcément que vous les récupérez sur Internet sans qu'il ne se passe rien. C'est vous qui autorisez leur installation. Voilà Alex, j'espère que cette réponse vous satisfait. Vous pouvez de toute façon tester. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous voyez que votre antivirus vous prévient comme quoi il rencontre des soucis parce qu'il y a tel ou tel fichier qui est exécuté, notamment de Malwaresbyte, eh bien il sera toujours temps soit de le quitter, soit de le désinstaller, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Voilà. Alors finalement, nous sommes 39 aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais essayer d'avancer un petit peu plus rapidement. Alors, bonjour Cédric et merci pour votre travail, super. Eh bien, merci, on y va. 74, content que mon travail vous plaise. C'est vrai que tous les jours, c'est un petit peu sportif. J'ai même plus le temps de me raser, comme vous pouvez le voir. Non, je plaisante. Donc, il n'y a pas de... Voilà, tous les jours, c'est un peu sportif. Je ne sais pas si je vais réitérer l'opération au mois de juin. Donc, n'hésitez pas à prévenir vos amis s'ils ont des questions à poser. Ça sera plutôt au mois de mai. Voilà, parce que tous les jours, c'est vrai que c'est un peu fatigant. Allez, on va continuer. Alors, bonjour Thomas, bonjour Cédric. Bonjour Cédric, bonjour Thomas. Alors, je vais prendre une question de Didi.
Alors, j'ai un souci avec mon disque dur externe. J'ai des photos dessus. Avant, j'arrivais toujours à les ouvrir avec la visionneuse de photos Windows et maintenant, je ne peux plus. Quand je veux le faire, il met le module spécifié est introuvable. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il faudra que vous testiez votre disque dur externe. Alors, je vais pas revenir dessus. J'ai montré hier dans le demande à Cédric numéro 4. Donc, j'ai montré en début de cette vidéo comment faire pour accéder aux demandes à Cédric. Je vais pas le remontrer. Avec le logiciel WinDLG, il me semble que je l'ai encore là, donc je vais vous montrer rapidement comment faire. Dans la vidéo d'hier, vous allez pouvoir voir comment le récupérer. Et là, je vais juste vous montrer comment faire pour tester votre disque. Vous le branchez, c'est pas du tout là que je voulais aller, pardon. Je vais dans les téléchargements et je l'ai supprimé, donc il va falloir que je le retélécharge. Bon, je vais le faire rapidement, mais vous aurez, je l'ai fait plus lentement hier. Donc le logiciel s'appelle WinDLG, vous pouvez le récupérer directement sur le support de Western Digital. Voilà, je le télécharge. Voilà, il est en cours de téléchargement. Donc, je l'extrais. Tout ça, vous pourrez revoir les manipulations. Je les ai faites un petit peu plus lentement hier. Là, aujourd'hui, je vais un petit peu plus vite pour qu'on ne perde pas trop de temps sur cette question. Mais en tout cas, vous devez tester votre disque dur. Et ce que je vous conseille à l'issue du test, c'est de... Si vous vous apercevez qu'il n'est pas fiable, c'est de copier vos photos sur un autre disque parce que peut-être que ça peut venir d'un souci avec votre disque dur. En tout cas, vous le saurez quand vous aurez testé avec WinDLG. Néanmoins, si vous avez quand même un doute, avant de tester avec WinDLG et de stresser votre disque externe, prenez le temps de copier vos photos sur un autre disque dur si vous avez la possibilité, ou sur 2 clés USB, ou sur un certain nombre de choses, parce que ce serait bien que ça ne soit pas votre disque qui soit cassé et que le fait de le tester le fatigue. Donc comment ça se passe? Lorsque vous aurez branché votre disque dur externe, il apparaîtra ici. Et ensuite, eh bien, il vous suffira de le sélectionner, de cliquer sur Run Test, vous choisissez Extended Test, et ensuite vous cliquez sur Start. Il va démarrer la procédure, ça peut prendre un certain temps en fonction de la taille de votre disque dur, et à la fin, vous aurez le rapport. Si vous avez une croix rouge, ça veut dire que la fiabilité de votre disque a été touchée, donc il faudra prévoir éventuellement un remplacement de celui-ci, et surtout eh bien, de sauvegarder vos photos sur un autre support, que ce soit sur un CD, sur un DVD, sur une clé USB, voilà, pour ne pas les perdre. Moi, il m'est arrivé une mésaventure, c'est que j'ai perdu mon disque dur où j'avais 80 Go de photos, donc bah voilà, je pensais avoir fait des sauvegardes sur un autre disque, c'était pas le cas, donc je vous conseille, voilà, les disques durs c'est pas éternel, ça peut tomber en panne. Donc, eh bien, pensez à faire des sauvegardes régulièrement. Une sauvegarde, ce n'est pas stocker les choses dans un seul endroit, c'est d'avoir plusieurs endroits où les choses sont stockées. Parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin moi j'avais des clients qui me disaient « Ah bah je suis tranquille, j'ai un disque dur externe, j'ai mis mes photos dessus. Quand je leur ai dit « Et vous les avez aussi sur votre disque dur principal ?» Ils m'ont dit « Non, je les ai mis toutes dessus. » Donc ça, ce n'est pas une sauvegarde, c'est juste faire de la place sur le premier disque pour les mettre sur le deuxième disque. Il faut impérativement réaliser des sauvegardes. Et ça, je ne prendrai jamais assez de temps pour vous le répéter. Les sauvegardes, c'est ce qu'il y a de plus important. On n'est jamais à l'abri d'une panne mécanique ou d'une casse matérielle, surtout sur les disques durs externes qu'on a tendance à transporter, c'est fragile, donc il faut avoir des sauvegardes, plusieurs versions de sauvegarde. Voilà. Allez, je reprends. Alors, Sébastien, l'image se fiche de temps en temps, ça vient de chez moi ou d'autres ont ce problème. Alors là, je suis en train de voir que mon Windows est en train de faire des mises à jour, donc peut-être que peut-être que ça a généré quelques coupures. Ça peut venir aussi de ma connexion internet, ça peut venir, je vais quand même vérifier qu'on est toujours en direct. Là, ça a l'air de fonctionner. Si j'appuie, allez. C'est vrai que c'est un petit peu lent de mon côté aussi. Donc, comme je vous dis, il y a peut-être des mises à jour qui se font. Non, bon, là, ça a l'air d'aller. Parfait. Donc, ça continue de fonctionner. Allez. Alors, bonjour, pour moi aussi, l'image se fige par moment. Merci Marc de votre retour. Donc, comme je vous le disais, Windows m'a indiqué qu'il était en train de faire quelques mises à jour. Donc, c'est peut-être à cause de ça que c'est arrivé. Quoi qu'il en soit, nous n'aurons plus le problème dans les... Enfin, vous n'aurez pas le problème dans la retransmission, et puis vous aurez en théorie la bonne résolution. Alors,
Tania, bonjour. Un petit conseil pour garder votre voix, prendre une cuillère de miel juste avant la vidéo. Merci pour votre réponse à ma question. Merci Tania, c'est très gentil. Je vais essayer de suivre votre conseil, bien que le miel soit vraiment très très sucré. Je pense que... je ferai un petit essai quand même pour voir. C'est un remède de grand-mère qui ne me dérange pas. Merci Tania. Alors, Philibert, bonjour Cédric, bonjour à tous. Pour reprendre à Sébastien, l'image se fiche de temps en temps chez moi aussi. D'accord, bon, apparemment, ce matin, il y a des problèmes d'image qui se figent. Alors, ça peut aussi venir de YouTube. On est un jour férié et j'imagine que tout le monde regarde des vidéos. Enfin, il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur YouTube à tout moment de la journée. C'est vrai qu'en temps normal, on n'est pas en jour férié, donc ça se passe plutôt bien. Peut-être que ça vient de là. Donc peut-être c'est mes mises à jour, peut-être que c'est YouTube. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous aurez accès aux retransmissions. Donc voilà, désolé pour ce petit désagrément. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose de mieux. Je vais essayer d'enlever un certain nombre de choses qui sont actifs pour voir si toutefois ça vient de là. Je ne pense pas, mais bon, quand même, ça je vais l'enlever aussi. Là, comme on voit sur le gestionnaire de périphérique, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, allez, j'ai fermé le maximum de choses. On va espérer que ça améliore les choses. Alors, rebonjour Cédric. Toutes mes excuses, je n'ai pas eu le temps de terminer ma question sur erreur est survenue sur le script de la page. Ah, alors ça veut dire qu'il y a une autre question, un autre morceau de question que je vais essayer de trouver. Ah voilà, c'est là. Bonjour Cédric, je suis sur Windows 10. Mon navigateur est Internet Explorer et mon opérateur Orange. Lorsque j'ouvre ma boîte, une fenêtre s'ouvre avec le message « Une erreur est survenue dans le script de cette page. J'ai beaucoup de difficultés pour me débarrasser. Alors, Tania, déjà la première chose que vous pouvez faire, alors vous me dites que vous êtes sur Internet Explorer. Donc sur Windows 10, il y a deux navigateurs installés par défaut. Il y a Edge, donc que je vais vous montrer tout de suite. Comme ça, vous reconnaîtrez peut-être le symbole. Donc Edge, c'est celui-ci. Donc si je clique là, vous voyez, c'est celui qui est là, Edge. Et vous avez également Internet Explorer, qui est ici. Donc si vous utilisez Internet Explorer, qui est là, qui est donc l'ancienne version du navigateur de Microsoft, je vous conseille d'essayer sur Edge. Donc vous essayez Edge ici, et si vous ne le trouvez pas, vous cliquez sur le menu démarrer, vous tapez Edge, et là, eh bien, vous verrez Microsoft Edge. Donc, si vous étiez déjà sur Edge et que vous n'utilisiez pas Internet Explorer, parce que la confusion est possible avec Windows 10, eh bien, je vous conseille d'installer Google Chrome pour tester et voir si vous avez le même problème. Donc, pour installer Google Chrome, je vais le faire rapidement parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Vous vous rendez eh bien, soit sur Edge, soit sur Internet Explorer. Vous cliquez sur Google, ensuite vous tapez Chrome, vous appuyez sur Entrée. Là, vous devriez avoir l'adresse qui est ici, google.fr/chrome/browser/desktop. Pardon, est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, c'est bon. Vous cliquez ici, vous allez arriver sur la page de Google, vous cliquez sur télécharger Chrome, il va vous télécharger un petit programme ou même directement Chrome. Je ne vais pas le faire là parce que je ne voudrais pas qu'il relance Google Chrome puisque c'est lui qui héberge le Hangout. Donc je ne vais pas le faire, mais vous cliquez sur télécharger Chrome, vous suivez la procédure, ça va installer Google Chrome. Et une fois que Google Chrome sera installé, eh bien, vous aurez la possibilité de tester à nouveau, voir si le problème persiste. Parce que eh bien, je ne sais pas si ça vient d'Internet Explorer ou de Edge en fonction de ce que vous utilisez, mais ça vient peut-être de là. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Orange est vraiment, si vous consultez vos mails par l'intermédiaire du webmail d'Orange, en vous rendant sur orange.fr, en cliquant sur mail, il y a aussi beaucoup de personnes qui utilisent Orange, donc parfois il y a des embouteillages, si je puis dire, parce que voilà, beaucoup de personnes consultent leur mail en même temps, et parfois eh bien, leurs serveurs ont du mal à renvoyer l'information, et vous pouvez avoir des messages de ce type. Quoi qu'il en soit, essayez avec Google Chrome déjà pour voir eh bien, si ça vient d'Internet Explorer ou de Edge, et puis si ça ne résout pas le problème, éventuellement revenez avant la fin du mois de mai, et on cherchera d'autres solutions. Voilà Tania. Alors,
je vais prendre des questions de personnes que je n'ai pas encore prises. Bonjour Cédric, j'ai fait un PPS avec image et son. Quand je l'envoie par messagerie Gmail, la personne qui la reçoit a l'image, pas le son. J'ai lu qu'il fallait lier les fichiers son dont la taille est supérieure à 100 kg. Je suis sur PowerPoint Windows 10. Alors Daniel, moi je ne connais pas bien PowerPoint. En revanche, votre PowerPoint, une fois qu'il est terminé et que vous l'avez, qu'il est prêt à être envoyé par votre messagerie Gmail, est-ce que vous avez testé pour voir si vous, de votre côté, vous aviez l'image et le son? Si oui, dans ce cas-là, il faut voir avec la personne qui va recevoir le fichier. Est-ce que déjà, si vous l'envoyez à plusieurs personnes, savoir si ça n'arrive qu'à une seule personne et si les autres ont bien le son, auquel cas, eh bien, ça vient de l'ordinateur de la personne, enfin tout du moins du logiciel qu'elle utilise pour regarder votre fichier PowerPoint. Et si vous l'envoyez à 5 personnes et que ces 5 personnes ont le même problème et que vous, de votre côté, vous n'avez pas le problème, peut-être que ça peut aussi venir de ces 5 personnes. Dans ce cas-là, il faut qu'elles mettent à jour, il faut qu'elles installent la visionneuse PowerPoint qui est disponible sur le site de Microsoft. Je ne sais pas si je l'ai installé, on va regarder ça ensemble. Donc, je vais me rendre sur Edge, je vais mettre visionneuse PowerPoint, voilà. Donc ici, je vais avoir la possibilité de la télécharger. Donc je clique sur télécharger la visionneuse PowerPoint. Voilà. Je m'assure que je suis bien sur visionneuse PowerPoint sur le site de Microsoft. Ça, c'est ce que vous pourrez dire aux gens. Alors, je vais m'assurer quand même que c'est la visionneuse PowerPoint 2010. Voilà, c'est bien ça. Vous pouvez dire donc aux gens de regarder la retransmission de ce demande à Cédric où ils pourront voir comment on l'installe. Donc là, je vais cliquer sur télécharger. Ensuite, je vais cliquer sur non merci ici parce que je ne souhaite pas télécharger autre chose que la visionneuse PowerPoint. Là, le téléchargement devrait en théorie démarrer. Voilà, c'est parti. Le fichier fait 60 mégas, donc ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de la connexion Internet des personnes à qui vous envoyez ça. Ils vont retrouver dans le dossier téléchargement ici PowerPointViewer.exe. Donc je regarde si c'est bien ça, voilà, 60 mégas. Vous cliquez dessus 2 fois. Vous arrivez ici sur cette fenêtre, vous cliquez ici pour accepter les termes du contrat de licence. Je choisis sur continuer. Ensuite, ici, est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, c'est bon. Ici, vous arrivez là, sur cette fenêtre, vous cliquez sur suivant. Ici, vous cliquez sur installer. Et là, la visionneuse PowerPoint va se lancer. Enfin, en tout cas, elle va s'installer. Elle ne va pas se lancer, mais elle va se lancer. Dès qu'elle a envie de se lancer. Voilà. Donc là, l'installation est en train de se réaliser. Voilà. Le message qui vous dit que l'installation est terminée. Ensuite, ici, vous allez avoir un document PowerPoint. Donc la personne aura un document PowerPoint. Donc là, je vais simuler que j'ai un document PowerPoint en mettant .pps à la fin. J'appuie sur Entrée. Je clique sur Oui. Donc là, voilà, c'est comme si j'avais un document PowerPoint. Donc ça, c'est comme si c'était votre document. Donc ce que devra faire la personne, c'est faire un clic droit, choisir Propriétés. Dans S'ouvre avec, ici, il faudra qu'elle choisisse Modifier. Et là, il faudra qu'elle choisisse la visionneuse. Donc moi ici, comme j'ai la suite Office qui est installée, j'ai PowerPoint aussi, je ne vais pas l'installer. Je vais me rendre je vais rechercher la visionneuse PowerPoint si elle est disponible ici dans la liste des programmes. Et si ce n'est pas le cas, il faudra que j'aille la rechercher en choisissant Rechercher une autre application sur ce PC. Ensuite, je vais me rendre dans... Alors, je ne sais pas exactement à quel endroit elle a été rangée. Donc c'est peut-être dans Programme, Microsoft Office, Office 12, pas du tout. Non, ce n'est pas là. Alors, voyons voir si c'est ici, Microsoft Office. Voilà, ça doit être là, Office 14. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il faudra que la personne se rende dans Programme, File x86. Ensuite, dans Microsoft Office. Ensuite, dans Office 14. Et là, elle cliquera sur
pptview.exe, elle cliquera sur ouvrir, et là, du coup, s'ouvre avec Microsoft Office PowerPoint Viewer. Elle cliquera sur OK, et là, maintenant, lorsqu'elle cliquera sur votre fichier PPS, eh bien, en théorie, elle aura à la fois l'image et le son. Voilà, les manipulations sont un petit peu compliquées, pas vraiment, mais enfin pour quelqu'un qui ne les a jamais fait, il suffira simplement de regarder la retransmission quand elle sera disponible sur le site, que je suis en train de faire maintenant, et de suivre pas à pas les manipulations que je viens de vous montrer. Voilà, quitte à les noter sur un papier au fur et à mesure que je fais la vidéo, ou de mettre la vidéo en pause. Voilà Daniel. Alors, Christine. Bonjour Christine. Bonjour Cédric. Est-ce que WordPad est pareil que Microsoft Word? Alors, pas du tout, Christiane. Pardon, je vous ai appelé Christine et c'est Christiane. Bonjour Christiane. Pas du tout. Alors, WordPad et Word sont deux logiciels de traitement de texte. WordPad étant un logiciel gratuit. Donc, si je crée nouveau document... Où est-ce qu'il est WordPad ? Bon, il n'a pas l'air disponible, on va essayer de... Alors là, ce que j'ai ouvert, c'est le bloc-notes, donc on va ouvrir WordPad. Donc, je clique sur le menu démarrer, je tape WordPad, voilà, on le voit ici. Donc ici, j'ai WordPad, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est un logiciel de traitement de texte, vous allez pouvoir faire du texte, modifier la taille des caractères, modifier la police, éventuellement centrer, éventuellement mettre en gras, éventuellement voilà, ajouter des tabulations, ajouter des espaces. C'est donc un logiciel de traitement de texte qui est assez basique. Maintenant, si on lance Word, eh bien, c'est un logiciel de traitement de texte également, mais qui est beaucoup plus avancé, où vous allez avoir beaucoup plus d'options que dans WordPad. Donc, je ne connais pas toutes les différences, mais évidemment, c'est pas du tout la même chose. Vous avez beaucoup d'options que vous pourrez faire dans Word que vous ne pourrez pas faire dans WordPad. L'insertion de graphiques, des mises en page un petit peu avancées, du publi-postage pour créer des pour créer des enveloppes automatiquement. Est-ce que oui, j'avais partagé mon écran. Donc voilà, donc entre Word et WordPad, il y a vraiment une grosse différence. Maintenant, si c'est juste pour écrire un courrier à la mairie, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser WordPad. Ça ne sert à rien d'acheter Word qui vaut, je ne sais plus, entre 99 et 135 euros pour faire un courrier à la mairie. Vous utilisez WordPad, c'est intégré à Windows. Vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, mettre des tabulations. Voilà. Ensuite, après, imprimer, il n'y a vraiment pas de souci. Après, si vous voulez des fonctions avancées de traitement de texte, il vaut mieux utiliser Word. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser Word, et comme je l'ai acheté et que je l'ai gardé au long des années, eh bien maintenant, je me sers de Word parce que je trouve ça bien. Il y a beaucoup de fonctions, donc j'utilise Word, mais WordPad, pour faire un courrier simple ou un CV ou ce genre de choses, suffira largement. Voilà, Christiane. J'espère avoir répondu à votre question. Je vais prendre des questions un petit peu en bas. Alors, Morissette, je vais apporter le complément de ce que vous aviez. Alors, imprimer un document sur les impôts avec Epson Stylus, je voudrais imprimer recto verso. Là, malheureusement... Alors, imprimer un document sur les impôts. Donc, en théorie, si vous avez récupéré le document sur le site des impôts, il est en format PDF, donc il est prévu, il est fait pour que vous puissiez l'imprimer. Après, pour l'imprimer en recto verso, ça va vraiment dépendre de votre imprimante, si elle permet de faire le recto verso. Si elle ne permet pas de faire le recto verso, il faudra que vous tourniez le recto verso à la main. On peut essayer de voir 2042, il me semble que c'est un formulaire des impôts, voilà, service public, voilà, déclaration 2042. Donc, télécharger le formulaire, j'imagine que c'est quelque chose comme ça que vous avez fait. Sélectionnez la version du formulaire, on va télécharger ça. À quel endroit je le télécharge ? Valider, ça doit être là. Voilà, non, il ne veut pas télécharger le formulaire. Accéder au formulaire, pardon. Pardon. Donc là, j'ai eu accès au formulaire et là, je vais avoir la possibilité soit de l'imprimer, soit de le sauvegarder. Donc, si je clique ici sur sauvegarder, le mieux, c'est justement de cliquer sur sauvegarder. Je vais le ranger sur le bureau.
Pourquoi c'est mieux de le sauvegarder? Eh bien tout simplement comme ça vous allez pouvoir utiliser Acrobat Reader, qui est un bon logiciel pour imprimer les choses. Donc j'ai téléchargé le formulaire, il est ici. Pardon. Et là, je vais avoir la possibilité eh bien, de le remplir. Pardon. Je vais avoir la possibilité de le remplir et à partir de là, je pourrai... Décidément, il va falloir que j'essaye le miel, pardonnez-moi. Et à partir de là, vous pourrez l'imprimer en cliquant sur imprimer ici. Et en fonction eh bien, de votre imprimante et de ce que vous aurez choisi, si par exemple je choisis mon imprimante qui est là, vous aurez des options avancées pour pouvoir imprimer soit en recto verso, soit en les différentes options que vous souhaitez rajouter. Donc moi ici, je pense que mon imprimante n'est pas du tout recto verso, donc je n'ai pas les options pour vous montrer comment faire. Mais quelque part, soit dans les propriétés, soit dans les options avancées, soit directement dans cette page, vous aurez la possibilité d'imprimer recto verso si votre imprimante est recto verso. Si elle n'est pas recto verso, eh bien il faudra tourner la feuille à la main. Voilà. En revanche, ce que je vous conseille, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, c'est de télécharger le document directement sur votre ordinateur et ensuite d'utiliser Acrobat Reader pour le lire et pour pouvoir l'imprimer correctement et éviter les caractères un petit peu bizarres. Si toutefois dans le document que vous avez téléchargé, vous avez des caractères bizarres, c'est normal qu'ils s'impriment. Si les caractères bizarres ne sont pas présents sur la page que vous avez à l'écran, eh bien, ils ne doivent pas s'imprimer sur votre imprimante. Voilà. Si ça continue de faire ça, vous pouvez soit réinstaller les pilotes de votre imprimante, parce que si ça se trouve, les pilotes que Microsoft a installés ne sont pas les bons, et sinon, eh bien, vous pouvez, c'est déjà ça, vous pouvez déjà essayer l'ensemble de ces pistes. Voilà Morissette. Allez, je vais prendre une question de FlashBee. Alors, bonjour Cédric, je ne trouve pas la partie boot dans le menu BIOS pour lancer ma clé USB pour avoir Ubuntu à côté de Windows. Alors, je ne trouve pas la partie boot dans le menu. Alors, ce que vous pouvez faire lorsque vous lancez votre ordinateur, je ne sais pas si c'est un ordinateur fixe, un ordinateur portable, lorsque l'ordinateur se lance, parfois vous avez un message qui vous dit boot menu, donc soit F11, des fois c'est F11, des fois c'est F12, des fois c'est F10, des fois c'est F9. Donc vous pouvez essayer déjà ces 4 touches de fonction F9, F10, F11, F12 quand vous démarrez. Vous appuyez plusieurs fois sur F9. Si ça ne marche pas, vous redémarrez, vous appuyez plusieurs fois sur F10, plusieurs fois sur F11, plusieurs fois sur F12. Et ça va normalement vous faire apparaître un menu qui va vous permettre de choisir sur quel périphérique vous souhaitez démarrer. Et là, s'il a détecté votre clé USB, eh bien vous aurez la possibilité de choisir celle-ci. Normalement dans le BIOS, les BIOS sont vraiment tellement différents, mais je vais essayer de trouver une photo de BIOS pour vous montrer comment ça peut se présenter. Si c'est un ordinateur récent, vous pouvez avoir un BIOS UEFI qui est donc un BIOS plus moderne, BIOS UEFI, voilà, qui est donc un BIOS plus moderne. Donc quand vous arrivez dans le BIOS, vous pouvez avoir quelque chose qui ressemble à ce que je vais vous montrer là. Pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, donc vous pouvez avoir un BIOS qui ressemble à ça, si vous avez un BIOS UEFI, et à ce moment-là, vous avez par exemple, vous voyez ici boot menu, donc vous cliquez ici et vous choisirez sur quelle chose vous souhaitez qu'il boot, ou vous pourrez sélectionner ici, vous voyez, vous avez la priorité des boots, vous pourrez choisir votre clé USB en cliquant si elle apparaît ici. Et si vous avez un BIOS plus ancien, ça ressemblera plutôt à une ancienne interface. Voilà. Une ancienne interface plutôt comme celle-ci. Ah, ça c'est tout petit, donc ça ne va pas nous aider. Est-ce que c'est un peu plus grand? C'est un petit peu plus grand, mais pas beaucoup plus grand. Et là, à ce moment-là, eh bien, ça doit être dans soit standard CMOS feature, soit Advanced BIOS feature. Et à ce moment-là, quand vous cliquerez, vous descendez avec les flèches de votre clavier, la flèche du haut, la flèche du bas, vous appuyez sur Entrée pour valider votre choix. Vous allez arriver dans des sous-menus et à partir de là, vous aurez la possibilité de trouver
en théorie, le démarrage. Voilà, donc soit c'est un BIOS moderne comme celui-ci, et auquel cas vous pouvez choisir boot ou sélectionner votre périphérique sur lequel vous souhaitez booter, ou alors c'est un BIOS plus ancien, et en théorie, vous devriez avoir ça. Voilà, je ne vais pas pouvoir vous donner plus de précision, puisque je ne sais pas si c'est un ordinateur récent ou ancien, mais en tout cas, vous avez vu à quoi ressemble un BIOS moderne et un BIOS ancien, et à cet endroit-là, vous devriez trouver l'endroit. Si votre clé USB n'est pas reconnue, vous pouvez aussi, ça peut être considéré comme un disque dur en fait. Vous avez l'impression que vous cherchez clé USB, mais ça peut être aussi reconnu comme un disque dur. Vous choisissez booter sur le disque dur, et après vous choisissez quel type de disque dur. Même si c'est une clé USB, il peut lui, en fonction de son ancienneté, considérer ça comme un disque dur. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire attention dans quel port USB vous l'avez mis, parce que si vous mettez ça dans un port USB 3, il est possible que l'USB 3 ne soit pas reconnu en natif si vous avez un ancien BIOS, et auquel cas il ne reconnaît pas votre clé USB et il ne vous permet pas de démarrer sur celle-ci. Donc assurez-vous bien de ne pas être si vous avez un BIOS ancien, de ne pas être sur un port USB 3. Et si vous avez un BIOS moderne, en théorie vous devriez trouver avec les informations que je vous ai données. Voilà Flashby. Alors, voyons voir. Sébastien. Sinon, pour du traitement de texte, vous pouvez utiliser LibreOffice. Il y a pas mal de fonctionnalités aussi. Absolument, Sébastien, j'ai oublié de préciser cela. Vous avez la possibilité, comme le dit à juste titre Sébastien, d'utiliser LibreOffice. Donc, vous vous rendez sur Google, vous tapez... Donc, c'est soit LibreOffice, soit OpenOffice. Les deux, ce sont deux concurrents mais qui font exactement la même chose. Je préfère OpenOffice, même si c'est vrai que certains préfèrent LibreOffice. Je préfère OpenOffice parce que je le trouve un peu moins lent que LibreOffice. LibreOffice, je trouve qu'il y a certaines lenteurs. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais quoi qu'il en soit, les deux se ressemblent. Vous aurez la possibilité, ce sont deux logiciels open source, c'est-à-dire des logiciels gratuits de traitement de texte et qui sont beaucoup plus évolués que WordPad. Et j'ai oublié de partager mon écran, voilà. J'espère que je ne fais pas de grimace au moment où je pense que je suis derrière l'écran. Donc, soit LibreOffice, soit OpenOffice. Donc, vous allez dans Google, vous tapez soit LibreOffice et vous arriverez ici sur cette page. Soit vous tapez OpenOffice et vous arriverez ici sur cette page. Vous cliquez sur télécharger Apache OpenOffice. Ensuite, il vous demandera quel système d'exploitation vous avez, que ce soit Linux, Mac ou Windows. Et ensuite, à partir de là, vous pourrez l'installer pour utiliser ce traitement de texte, soit OpenOffice, soit LibreOffice, c'est pareil, vous voyez, télécharger. C'est à cet endroit que vous trouverez l'un ou l'autre si vous voulez avoir des choses plus avancées et gratuites. Merci Sébastien pour cette très bonne précision. Alors, Pierre... Je suis sous Windows 7, j'ai voulu installer la mise à jour Windows 10 en cliquant en bas de la barre de Windows. Une fois que j'ai cliqué, la mise à jour se télécharge correctement avant la procédure de mise à niveau de se lancer. Avant la procédure de mise à niveau se lancer toute seule, mais là, il doit y avoir une suite. Mais là, je reviens au point de départ. Pourquoi ? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Pierre, je ne sais pas si vous êtes membre actif ou membre plus. J'ai fait des vidéos qui expliquent donc comment passer de Windows 7 à Windows 10. Et il y a un moment dans la procédure où il faut... Enfin, je ne sais plus exactement comment se passe la procédure. La vidéo, je l'ai pas faite tout de suite. Et je reviens au point de départ. C'est-à-dire qu'il ne veut... Enfin, vous allez me donner un complément d'information. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, vous êtes sur Windows 7, vous voulez installer Windows 10, la procédure se lance, tout a l'air de bien se passer, mais au final, vous revenez sur Windows 7. Est-ce que c'est ça votre question ? Merci de me préciser ça. Et de préciser également... est-ce que votre Windows 7, c'est une mise à jour que vous aviez fait depuis Windows XP ou Windows Vista, ou est-ce que c'était un ordinateur avec Windows 7 et que vous passez à Windows 10 ? Parce que c'est important pour la date à laquelle vous l'avez acheté. Parce que si vous avez fait une mise à jour de Windows XP ou Vista vers Windows 7 et que là vous cherchez à faire une mise à jour de Windows 7 vers Windows 10, il est possible que votre matériel soit incompatible. Donc merci de me donner ces deux précisions et j'essaierai de répondre à votre question avant la fin. Alors...
Gabriel, Gabriel, je sais que vous êtes membre plus et demain soir il y a membre plus, enfin il y a la session demande à Cédric pour les membres plus pendant 2 heures. Donc je vais essayer de répondre aux personnes qui ne sont pas membres plus pour que voilà, comme vous pourrez me reposer votre question demain éventuellement ou sur le forum. Alors Christophe, bonjour. Alors salut Cédric, quel est le meilleur antivirus car il y a tous les prix. J'ai Avast gratuit, est-ce qu'il est bien, merci. Alors Christophe, les antivirus, le chapitre antivirus. Alors, il y a plusieurs antivirus, donc il y a des antivirus gratuits, des antivirus payants. Moi personnellement, j'utilise Windows Defender qui est intégré avec Microsoft. Beaucoup de gens le critiquent et je ne peux pas leur en vouloir. Néanmoins, pour moi, il a toujours été efficace. Parce que j'ai pas vraiment de virus. J'ai une habitude saine de navigation, je fais très attention à ce que je fais, donc j'aurais presque pas besoin d'antivirus. D'ailleurs, j'avais installé un antivirus uniquement parce que je faisais du dépannage informatique et que j'avais peur que mes clients m'infectent, mais sinon avant je n'avais même pas du tout d'antivirus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un antivirus, ça prend des ressources, et la raison pour laquelle je n'aime pas trop utiliser Avast, qui est aussi un autre antivirus, enfin, qui est un antivirus gratuit avec une version payante. Donc si vous utilisez Avast, je vous conseille d'utiliser la version gratuite. L'inconvénient d'Avast, c'est qu'il est lourd parce qu'il installe beaucoup de modules et qu'il va, voilà, si vous n'avez pas un ordinateur puissant, vous risquez de le ressentir sur les ressources utilisées par votre ordinateur, première chose. Et ensuite, il vous sollicite beaucoup pour passer à la version payante. Moi, si je devais vous conseiller un antivirus payant, ce serait Node 32 de la société EZ. Voilà, mes collègues ne jurent que par celui-ci, tous mes collègues informaticiens. Il sort dans beaucoup de tests comme premier. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'utiliserais si je devais utiliser un antivirus payant. Ça vaut 30 € par an, me semble-t-il. C'est vraiment à vous de choisir. Moi, je pense qu'un antivirus gratuit, ça peut suffire. Et comme je l'ai très souvent expliqué, le souci aujourd'hui, ce sont surtout les logiciels malveillants plutôt que les virus. Et donc, les logiciels malveillants, on les récupère en faisant des fausses manipulations, en installant des logiciels gratuits sans faire attention de décocher les cases. Donc, selon moi, le danger, il est plus à ce niveau-là. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir son ordinateur à jour, les mises à jour faites, etc. Avoir à jour ses navigateurs, donc Chrome se met à jour automatiquement, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Si vous utilisez Firefox et que vous avez installé Flash, il faut que vous fassiez attention que Flash soit bien à jour. Voilà, tout ça, c'est des bonnes habitudes à avoir pour ne pas récupérer de virus ou de logiciels malveillants. Donc, moi j'utilise Windows Defender qui s'appelait Microsoft Sécurité Essentielle sur Windows 7. Si vous utilisez Avast, ça fonctionne aussi en version gratuite. Et si vous voulez un antivirus payant, j'utiliserai Node 32. Voilà Christophe, je regarde juste si le meilleur antivirus, voilà, après le meilleur antivirus, vous pouvez aussi regarder des comparatifs sur internet, vous tapez meilleur antivirus. Moi personnellement, si j'utilisais un antivirus payant, ce serait Node 32. Et sinon, j'utilise Windows Defender et Avast, voilà, je n'aime pas trop Avast personnellement. Même si c'est sûrement un très bon antivirus, gratuit. Voilà Christophe. Philibert qui ajoute un complément par rapport au traitement de texte qui parle de Google Drive. En effet, sur Google Drive, vous avez la possibilité de créer des documents texte et également des classeurs pour classer, enfin pas du tout des classeurs, mais des classeurs Excel pour faire des tableurs, je vais y arriver. Donc c'est aussi une possibilité. Merci Philibert. Donc là, ça vous fait un grand panel entre les choses gratuites et les choses payantes. Donc Word étant payant. Et sinon, vous avez voilà, OpenOffice, LibreOffice, Google Drive, WordPad, Notepad. Voilà, ça vous fait un panel pour faire du traitement de texte de façon gratuite. Bonjour Pierre-Yves, bonjour. Comment n'avoir sur YouTube que les vidéos en français? Y a-t-il une astuce? Merci. Alors Pierre-Yves, je ne la connais pas, si toutefois il y en a une. Non, là je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Bon, on peut regarder rapidement sur Google pour voir si on va trouver quelque chose. Donc on va se rendre sur Google. Comment avoir les vidéos en français sur YouTube? Alors là, il y a une histoire de traduction, mais alors on va faire autrement. Afficher les vidéos
en français sur YouTube. Non, j'ai pas l'impression là avoir les premiers résultats. Alors, on va faire n'afficher. Eh bien non, là, au vu des premières recherches, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément une astuce pour afficher les vidéos en français. Malheureusement, il faut lancer la vidéo et voir si, évidemment, elle est dans une autre langue. Apparemment, il n'y a pas d'astuce et moi, je n'en connais pas personnellement. Si quelqu'un en connaît une, qu'il n'hésite pas à se manifester. Alors, je vais reprendre le complément. Bonjour, oui, c'est ça, je fais la mise à jour. Alors, je fais la mise à jour, le chargement se fait bien, mais après, il ne se charge pas. Mon PC avait planté et j'ai dû réinstaller Windows 7, remise à zéro, j'avais migré sur Windows 10 avant ça et ça avait bien marché, mais là, non. D'accord. Alors, pardon. Ce que vous pouvez faire, Pierre, plutôt que d'attendre qu'il vous repropose la mise à jour vers Windows 10, déjà il faut que vous ayez toutes les mises à jour qui soient faites de Windows 7, et notamment le Service Pack 1. Donc si vous avez réinstallé Windows 7, il faut que vous passiez par les mises à jour, par le processus des mises à jour. Et si il ne vous repropose pas la version de Windows 10, vous pouvez vous rendre directement sur Google, vous tapez, comment s'appelle ce petit logiciel ? Windows Media Tool, est-ce que c'est ça? Alors, vous pouvez taper donc Windows Media Tool, Windows 7 dans le champ de recherche et vous rendre sur ISO Windows 10 Microsoft qui est ici. Donc vous cliquez là, vous arrivez là, et là vous allez avoir la possibilité de cliquer sur Mettre à jour maintenant. Voilà. Il va vous télécharger un petit logiciel qui est ici. Oh là. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pourquoi ça ressemble à ça? Ça me plaît pas du tout. Je vais pas du tout cliquer là-dessus. Ah si, pourtant. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce format bizarre? Alors, je regarde de bien être sur le site de Microsoft. Alors, cliquez sur le bouton pour... Cliquez ici pour savoir plus sur les éditions. Alors, on va pas mettre à niveau maintenant. On va cliquer sur télécharger maintenant l'outil. Et ça devrait être mieux. Voilà, Media Creation Tool. Voilà, c'est cet outil-là que vous devez récupérer. Donc celui-ci, je vais le jeter. Voilà. Donc c'est celui-ci, Media Creation Tool. Vous allez cliquer 2 fois dessus. J'espère que ça ne va pas poser trop de problèmes que je l'ai fait. Donc il faut impérativement que votre Windows 7 soit en Service Pack 1. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le menu Démarrer. Donc ensuite sur Ordinateur, vous faites un clic droit, vous choisissez Propriétés et vous devriez avoir l'équivalent de Système. Voilà. Et à cet endroit-là, il faut que vous ayez donc Service Pack 1 qui soit Windows 7 Service Pack 1. Si vous n'avez pas le Service Pack 1, vous ne pourrez pas passer à Windows 10. Donc ça, c'est une première étape. Donc vous lancez ce logiciel, vous cliquez sur Accepter. J'espère que ça ne va pas faire planter mon ordinateur. On va le laisser préparer les éléments. Est-ce que j'avais partagé mon écran? Oui, c'est bon. Et là, vous allez pouvoir choisir mettre à niveau ce PC maintenant. Vous allez cliquer sur suivant et suivre la procédure. Moi, je ne vais pas le faire parce que déjà, je suis sur Windows 10 et en plus, je ne voudrais pas créer de soucis. Donc, vous cliquez ici, mettre à jour ce PC maintenant. Vous cliquez sur suivant. Vous suivez la procédure. Moi, je vais fermer l'outil. Voilà. Vous suivez la procédure et en théorie, eh bien, il devrait mettre à jour votre Windows 7 vers Windows 10. Si vous êtes membre actif, vous aurez la possibilité dans votre espace membre d'accéder à la formation Windows 10. Donc il faut vous connecter.
Voilà. Une fois que vous êtes connecté, vous aurez accès à la formation Windows 10. Dès que ça arrive. Voilà, la formation Windows 10 qui est ici. Vous cliquez sur j'accède à ma formation et ici, eh bien, il y aura le descriptif, comment passer, mettre à jour de Windows 7 vers Windows 10. Vous cliquez ici et vous aurez eh bien, tout le descriptif. Mais là, avec les informations que je vous ai données, bien sûr, je n'avais pas partagé mon écran. Donc je recommence. Donc vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Une fois que vous êtes inscrit, vous accédez à votre espace membre. Une fois que vous êtes dans votre espace membre, vous survolez ici. Vous choisissez connexion membre plus ou membre actif en fonction du niveau de membre que vous avez. Vous choisissez formation Windows 10. Et là, c'est la vidéo numéro 7, mettre à jour Windows 7 vers Windows 10. Là, il y a tout le descriptif complet. C'est une vidéo complète pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, vous pouvez passer par là. Mais sinon, avec les informations que je viens de vous donner, avec le petit logiciel que vous téléchargez directement sur le site de Microsoft, ça vous permettra de faire la migration. N'oubliez pas d'être sur Windows 7 Service Pack 1. Voilà, Pierre. Alors, Pierre, est-il possible d'activer une option afin de recevoir un accusé de réception dans Gmail? Non, ce n'est pas possible. J'ai cherché, j'ai beaucoup cherché parce que c'est une question qui m'a beaucoup été posée et malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, je vais voir si il y a des personnes à qui je n'ai pas répondu. Est-ce que j'ai pris une question de Calto? Je n'en suis pas sûr. Bonjour Cédric, aurais-tu des conseils afin de diminuer au minimum mon ping? Car pour les jeux vidéo, le ping est très important et c'est mon problème. Alors, je sais qu'il y a des choses, il y a des logiciels qui existent pour optimiser le ping. J'allais encore oublier de partager mon écran. Donc le ping, c'est un des 3 facteurs de la connexion Internet. Vous avez le débit montant, le débit descendant et le ping. Le ping étant l'information, le temps qu'il faut à une information pour aller d'un point A à un point B. Si par exemple, je lance une commande et que je demande un ping sur Google, ping www.google.fr. Ici, vous voyez, j'ai un temps qui est de 23 millisecondes. Il faut 23 millisecondes entre le temps où l'information va partir de chez moi, aller sur les serveurs de Google et revenir chez moi. Voilà, ça a pris 23 millisecondes de faire l'aller-retour. Et il n'y a pas eu de perte. Donc le ping, c'est quelque chose de très important quand on joue parce que eh bien, ce sont la réactivité. Lorsque vous allez par exemple faire un tir sur quelqu'un d'autre, eh bien, ça a une incidence sur ce que vous faites. Alors je sais qu'il y a des logiciels qui permettaient d'optimiser le ping, mais je ne me rappelle plus. Optimiser le ping. Voilà. Alors... Malheureusement, je ne suis pas du tout spécialiste de l'affaire du ping, et comme mon ping me convient, j'ai pas cherché à l'optimiser. Donc, vous pouvez éventuellement regarder cette... Enfin, je suppose que vous êtes en connexion filaire. Le meilleur moyen d'optimiser son ping, c'est déjà d'être en connexion filaire, parce que si vous êtes en Wi-Fi, vous allez perdre des millisecondes. Et là, je regarde juste si les liens qui sont là sont pertinents. Bon, ça n'a pas l'air... Vous pouvez éventuellement regarder les différentes vidéos qui sont là. Je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Je ne sais pas. Là, il faudrait que je regarde, il faudrait que je lise avec attention pour savoir si les informations qui sont données sont pertinentes. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est déjà regarder les tutos qui sont disponibles. Donc, soit vous pouvez faire optimiser le ping, réduire le ping, diminuer le ping. Comme ça, vous aurez des informations pertinentes. Vous pouvez aussi le faire sur YouTube directement. Là, il y a déjà des vidéos YouTube qui sortent, donc pour voir si communiquer son ping en 3 minutes. Bon, il faudrait regarder la vidéo, je ne vais pas le faire maintenant, mais en tout cas, voilà, vous pourriez regarder ça, ces 2 vidéos qui pourraient vous servir. Voilà Caltos, désolé, je n'ai pas plus d'informations à vous donner, c'est pas quelque chose que je fais fréquemment, donc je n'ai pas d'informations. Néanmoins, vous pouvez regarder directement, voilà, comme vous avez vu.
Bon, il est midi, je vais reprendre une ou deux questions et puis sinon je vous invite à revenir demain parce que sinon je risque d'avoir des questions tout le temps et de ne pas pouvoir... je regarde si je n'ai pas répondu à quelqu'un. J'ai pris des questions de Pierre, d'Alex, Tania, Christiane aussi. Voilà, j'ai une petite question. Bonjour Cédric, j'aimerais savoir sur quel site télécharger Microsoft Word. Donc vous avez soit la possibilité de l'acheter directement dans un magasin. Si vous voulez l'acheter sur Internet, il vous suffit simplement de taper Office et là, Product. Je vais juste m'assurer qu'on est bien sur le site officiel de Microsoft. Voilà. Donc, vous avez la possibilité donc soit d'acheter la version, ce qu'ils appellent Office 365. Ça, c'est un abonnement. Mais si vous voulez acheter Word tout seul, vous avez la possibilité de le faire peut-être directement en ligne. Voilà, vous avez la possibilité de le faire ici. Office famille et étudiant, vous pouvez cliquer sur acheter et ça vaut 149 € de TTC. Vous aurez la dernière version d'Office 2016 apparemment. Voilà, vous pouvez vous rendre donc sur le site. Donc vous tapez dans Google Office Word. Voilà, Office Word. Ensuite, vous arrivez sur product.office.com/frfr Word. Vous cliquez ici. Soit vous pouvez prendre sous forme d'abonnement et auquel cas vous payez, soit ensuite vous cliquez sur acheter, pour les particuliers, ici. Et là, donc, soit vous faites un abonnement, 69 € par an, 7 € par mois, ou alors vous l'achetez directement, ici. Vous cliquez sur acheter, c'est 149 € TTC. Vous pouvez éventuellement aller voir dans une boutique informatique, voir si c'est un peu moins cher, s'ils ont des versions un peu antérieures. Sinon, c'est à cet endroit que vous pouvez acheter Word. J'avais pas partagé mon écran, c'est normal, il est midi, j'oublie tout. Donc je recommence rapidement. Vous vous rendez sur Google, vous tapez Office Word. Le premier lien qui va apparaître, c'est un lien Microsoft, produit officemicrosoft.com. Voilà, vous cliquez ici. Ensuite, vous cliquez sur acheter pour les particuliers. Et là, vous avez soit la version sur abonnement, 7 € par mois, ou la version à acheter, 149 € TTC. Vous cliquez ici, ça vous renverra vers un formulaire d'achat. Et c'est à cet endroit que vous pouvez acheter Word. Voilà, alors je regarde si j'ai répondu à peu près à au moins une personne. Allez, je vais reprendre une question. J'ai regardé les propriétés de mon ordinateur. Je suis sur Windows 7 familial Premium Pack 1. Est-ce que ça pose un problème pour Windows 10? Pas du tout, Pierre, ça ne pose aucun problème. Il fallait impérativement que vous ayez le Service Pack 1 d'installer, donc c'est le cas. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez faire la manipulation que je vous ai indiquée avec le Media Creator Tool de Microsoft. Vous pourrez voir ça dans la retransmission. Voilà, Pierre. Allez, je reprends une petite question. Donc pour Christophe, un excellent comparatif d'antivirus indépendant. Voilà, vous pourrez vous rendre sur ce site av-test.org ou alors av-comparatif.org. Merci Alex. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez revenir demain ou un des jours du mois de mai. Demain, nous serons vendredi. Il y a samedi, il y a dimanche, je serai là tous les jours du mois de mai pour répondre à vos questions. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. C'est gratuit, vous serez membre, vous aurez accès à déjà beaucoup de vidéos. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, il y a le membre mini, membre actif ou membre plus. Pour aller plus loin, le plus gros statut de membre étant membre plus, vous aurez accès au forum pour répondre à vos questions. Vous aurez accès à toutes les formations. Et voilà. Je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui et je vous dis évidemment à demain. Merci. Au revoir à toutes et tous. Merci pour tout.